Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Digitalisation de l'état civil, les communes appuyées en équipement d'une valeur d'1,2 milliard de francs CFA. C'est dans le cadre du projet NECAL avec comme slogan « Mon état civil, ma citoyenneté ». Préparatif de la Tabaski, le Sénégal bien approvisionné en moutons, illustration à Missirah-Wadène, un des plus grands points de vente. Le site fait partie des zones autorisées pour la vente du bétail. Dans ces lieux, les prix sont subventionnés et la sécurité assurée par les forces de l'ordre. Également dans l'actualité, les spéculations sur une éventuelle hausse du prix du riz. Les commerçants démontent la rumeur. La SCOSEN invite au respect des mesures. Et puis la rubrique découverte de ce vendredi nous conduit à Paycook. Nous sommes dans la région de Thiès, jadis un village de lépreux. Malgré son déclassement en 2023, les populations se disent toujours stigmatisées. Elles interpellent les autorités, vous les entendrez. Coopération bilatérale entre le Sénégal et la Mauritanie. Les deux pays voisins ont renouvelé le protocole d'application de la Convention en matière de pêche et d'aquaculture signée à Nouakchott le 25 février 2001. Les ministres de la pêche des deux pays ont appelé les acteurs au respect strict des dispositions de la dite convention. Mamadou Sakiné. À travers la signature de cette convention, la République islamique de Mauritanie accorde au Sénégal un quota de 50 000 tonnes de poissons par an. Un quota qui est limité à 250 scènes tournantes déployées par 500 embarcations ciblant les espèces pélagiques. Selon toujours l'accord, 6% de ces embarcations doivent débarquer obligatoirement en Mauritanie. D'où cet appel du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. L'accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, qui date de 2001, est un modèle de gestion transfrontalière des ressources halieutiques partagées qui vise à assurer la durabilité et la conservation de nos ressources maritimes communes et à approvisionner nos marchés nationaux respectifs, à travers notamment l'obligation de débarquement d'une partie de leurs produits par nos pêcheurs que nous exhortons à respecter scrupuleusement. Le ministre a aussi insisté sur d'autres points. Nous engageons également nos pêcheurs à respecter les quotas, les zones de pêche et à utiliser des méthodes de pêche durables et à veiller à ce que l'impact sur les écosystèmes marins soit minimal. Ce déplacement du ministre des Pêches en Mauritanie a un double objectif. D'une part, le renouvellement du protocole de pêche qui arrive à échéance dans quelques semaines et d'autre part, l'échange d'expériences sur la base de nos avantages comparatifs respectifs dans les domaines ci-après. La pêche continentale, l'aquaculture et l'industrie de transformation de produits de la pêche du côté sénégalais, la surveillance maritime et la recherche scientifique du côté mauritanien. En marge de la visite de travail, le ministre des Pêches a été reçu en audience par le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Dr Fatou Diouf s'est aussi rendu au centre de surveillance des gardes-côtes mauritaniennes. Sur le forum Doing Business with Sénégal, c'est une tournée africaine d'hommes d'affaires des Émirats arabes unis à travers New Horizon, un concept visant l'expansion des entreprises de Dubaï sur le continent. Au Sénégal, la Chambre de commerce d'industrie de Dakar a servi de cadre pour promouvoir l'axe Dakar-Dubaï. Ousmane Doy. D'importantes retombées économiques en perspective sur l'axe Dakar-Dubaï. Cet axe se renforce et ouvre de nouvelles opportunités de coopération et de collaboration, tout en mettant en exergue le poids des investissements. Un positionnement des Émirats arabes unis pour faire de la Chambre de commerce de Dakar un partenaire clé, conduisant à un accès équitable aux marchés mondiaux. Le Sénégal est en train quand même de développer une politique d'industrialisation et que nous, notre rôle en tant que Chambre de commerce d'industrie et de services, de ce côté aussi, c'est de l'accompagner les opérateurs qui veulent investir des deux côtés. En tout cas, nous sommes prêts, en tant qu'institution, à mettre à profit cette convention pour permettre aux opérateurs de mieux quand même
présenter les produits made in Sénégal. Et aussi, nos amis de Dubaï ont toujours envoyé des produits au Sénégal. Mais c'est à nous aussi de faire le possible pour encadrer quand même les opérateurs qui veulent aussi faire la même chose pour Dubaï. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, la transformation de Dubaï en un temps record doit inspirer le Sénégal. Et ça ne doit pas être que des mots, mais un modèle à vivre et à faire vivre aux Sénégalais. Dubaï offre d'importantes opportunités. Le bilan est juste en faveur de Dubaï. Aujourd'hui, comme il vous l'a dit, nous avons pratiquement 800 milliards de francs CFA donc, de business. Par contre, le Sénégal est très faible. Je pense qu'on fait moins de 35 milliards de francs CFA d'exportation. Donc mon rôle maintenant sera d'amener des hommes d'affaires sénégalais, de saisir ces opportunités d'investir donc à Dubaï, saisir aussi des opportunités pour faire en sorte que nous puissions exporter plus du côté sur le plan commercial. Et nous allons donc dans les prochains en tout cas mois mettre en place un fonds pour faciliter l'exportation de nos produits agricoles, de nos produits industriels vers Dubaï, mettre également un autre fonds pour les PME et petites et moyennes entreprises pour faire plus de business à Dubaï, mais surtout vendre la destination et investir au Sénégal. Parce que c'est ça en fait où on est très faible. Nous devons mettre beaucoup de ressources pour faire le tour du monde et faire le tour des pays et aussi diversifier aussi notre partenariat. Cette mission économique conduite par des hommes d'affaires de Dubaï au Sénégal aura vu l'émergence d'un forum d'affaires visant à discuter des opportunités et des défis communs à promouvoir. Une entente économique continue entre l'axe Dakar-Dubaï. Spécialistes en passation des marchés, des gestionnaires de contrats ou encore des agents des autorités de régulation de la commande publique en formation. C'est pour une meilleure élaboration des contrats. Cette session regroupe des experts en commande publique venus de plus de 15 pays du continent. Anaïs Nyanyamane pour le compte-rendu. Cette formation est destinée aux intervenants dans la mise en œuvre de projets et gestion de contrats des pays francophones d'Afrique. Il s'agit de spécialistes en passation de marché, des autorités de régulation de la commande publique, entre autres. Dans la commande publique, où il y a 3 types de marchés, il y a les marchés de prestations intellectuelles, les marchés de fournitures et services et les marchés de travaux. 2 tiers des ressources plutôt sont consacrés au marché de travaux. Aujourd'hui, dans cette formation, nous avons regroupé 16 pays pour discuter, échanger avec un grand spécialiste donc, de la formation dans les contrats FIDIC pour voir un peu comment armer nos spécialistes qu'ils puissent, quand il y a des marchés complexes, l'élaboration du contrat puisse se faire dans le respect d'un certain nombre de principes. Ce renforcement de capacité est d'une grande importance dans le secteur de la commande publique. Pour permettre à l'Afrique de disposer suffisamment de personnes ressources, 16 pays sont représentés. Des contrats FIDIC, c'est le modèle type de contrat le plus utilisé à l'international. On les utilise pour tous les types d'infrastructures. Alors il y a quelques contrats qui sont spécialisés, mais le rouge et le jaune sont des contrats utilisés pour tout type d'infrastructure. La grande particularité des contrats FIDIC, c'est qu'ils sont considérés comme ayant un partage des risques et des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, qui est perçu généralement comme équilibré. Cette formation de gestion de contrats permet de donner à ceux qui gèrent les contrats, en particulier des contrats de travaux, des mécanismes et des connaissances pour mieux administrer les contrats. Dans ce cas précis, les contrats de travaux, comme je l'ai dit, sont les plus gros et les plus structurants. Le gouvernement du Sénégal porte un grand intérêt à cette formation qui a pour but de mieux maîtriser les contrats et bien exécuter les travaux publics. Ces ateliers-là de formation permettront de mieux maîtriser la gestion de ces contrats-là et de pallier aux manquements dont vous parliez et donc d'exécuter mieux les travaux et donc d'exécuter mieux le développement socio-économique. C'est parce que c'est important que nous avons érigé ce dispositif de bonne gouvernance en axe stratégique de développement. Et donc les recommandations des autorités, c'est d'appliquer les meilleurs standards, les meilleures pratiques selon le triptyque que vous connaissez tous de Jubel, Jubanti, qui nous permettra de changer de paradigme et d'aller vers l'efficacité dans la probité et l'équité. Au sortir de ces 6 jours de formation, les participants seront mieux outillés pour une bonne gestion des contrats publics.
Je vous le disais en titre, les centres d'état civil du Sénégal sont appuyés en matériel, ordinateurs, imprimantes ou encore autres équipements leur sont octroyés. C'est dans le cadre du projet NECAL, l'initiative d'appui au renforcement de l'état civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique. Salut Sec. L'acte est symbolique, il entre dans le cadre de la modernisation de l'état civil. Au total, des centaines d'ordinateurs et d'imprimantes sont mis à la disposition des collectivités territoriales. Le matériel que nous vous remettons aujourd'hui à la disposition des communes permettra aux officiers et agents d'état civil de travailler plus efficacement et d'offrir un meilleur service aux usagers. Il s'agit de 1200 ordinateurs, 1000 imprimantes, 1200 onduleurs, des serveurs et d'autres équipements d'une valeur totale de 1,2 milliard de francs CFA. Cette opération financée par l'Union européenne, que je remercie au passage, s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de digitalisation de l'état civil engagé par mon département à travers l'Agence nationale d'état civil dans le cadre de la mise en œuvre du programme NECAL, que je félicite au passage. Monsieur le ministre, je voulais dire que cette opération que vous allez faire aujourd'hui est certes une opération de modernisation, mais c'est également une mesure d'équité territoriale qui permet aux communes rurales d'être au niveau avec les communes urbaines et d'être connectées à l'intranet gouvernemental. Auparavant, la tutelle a effectué une visite sur le site d'indexation des données d'état civil, une infrastructure équipée qui fonctionne avec environ 300 opérateurs et contrôleurs. Leur travail consiste à saisir dans des formulaires les informations contenues sur les actes déjà numérisés. Quelques 19 millions d'actes d'état civil numérisés sont déjà indexés et versés dans la base de données centrale de l'état civil que constitue le registre national de l'état civil. Le registre national de l'état civil ainsi que l'application de gestion des faits d'état civil sont hébergés de manière sécurisée dans des data centers de l'État par CNM SA qui, en plus de fournir 2 sites d'hébergement, a mis en service la connexion de 234 centres d'état civil reliés à l'intranet gouvernemental. Quelques 255 autres centres seront aussi connectés dans les semaines à venir. Ce travail se poursuit avec les équipes de l'ANEC. À ce jour, l'application de gestion d'état civil est installée dans 145 centres avec la formation des agents. Des séances de travail avec l'ANEC, la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor, ainsi que Gaïndé 2000 ont démarré l'intégration de la solution comme concentrateur de paiement dans la plateforme d'offre de services aux usagers. Cette plateforme va permettre aux usagers de demander de manière sécurisée des actes d'état civil sans se déplacer, mais aussi de vérifier l'authenticité des copies d'actes. Le lancement de cet important projet pilote est prévu pour septembre 2024. Ainsi, la modernisation de l'état civil se poursuit et le ministre Moussa Balla Fofana entend accélérer le processus. Le ministre de l'Éducation nationale invite les élèves à embrasser davantage les disciplines scientifiques et techniques. Moustapha Mambagirassi a présidé hier une cérémonie de distribution d'ordinateurs aux élèves de ces filières de la région de Dakar. Pape Kulingom. En ce 26e siècle, le numérique est devenu incontournable dans les enseignements et la recherche. Les autorités éducatives se sont engagées à promouvoir le numérique dans les écoles. La cérémonie de distribution d'ordinateurs aux 3 académies de la région de Dakar entre dans ce cadre. On aura 5000 ordinateurs qui seront distribués avant la fin du programme d'ici 2026. C'est un outil vraiment très important dans la technologie, dans l'apprentissage de l'élève. Parce que de nos jours, l'éducation a un lien très étroit avec la technologie, l'informatique. C'est très important. C'est un programme très ambitieux qui vise d'ici sa fin, en 2026, à avoir plus de 80 000 personnes qui sont formées, dont 70 000 qui auraient des emplois. À travers son programme de formation ouvert pour le renforcement des compétences de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique, la Fondation Mastercard apporte sa contribution à la formation de jeunes Sénégalais au métier de l'avenir. Tous ceux-là qui ont été de grands scientifiques, en réalité, ils l'ont été, mais à partir en fait de quelque chose qui les passionnait, mais en connexion avec leur environnement.
Ce n'était pas de l'opportunisme ou de l'égoïsme, mais c'était en regardant les enfants qui étaient malades, par exemple, de tuberculose. Et c'est une préoccupation, c'est un problème. Il y a cette empathie. Vous parlez de connectivité numérique, mais moi j'aime bien parler de connectivité humaine. Donc ce petit lien qui vous amène en fait à vous connecter à l'enfant qui souffre de cette maladie va pousser les scientifiques que vous êtes vers des recherches, à orienter vos efforts. Dans son discours, Moustapha Maba-Guirassy, très en verbe, a plongé l'assistance dans une profonde réflexion, à la fois spirituelle et philosophique. Arrêtez d'être des Sénégalais, arrêtez d'être des Africains, soyez des citoyens du monde. La science pour le monde. Les découvertes qui sont faites par des Russes, des Américains, des Français, elles servent bien nos enfants ou nos pays en Afrique. Et cette dignité et cette grandeur, soyez des hommes, des humains, avec toute la dignité qu'il faut pour voir le monde, pas simplement le petit coin du Sénégal, du Gabon. Non, soyez du monde, avec des valeurs universelles. Après la région de Dakar, la distribution d'ordinateurs va se poursuivre dans les 13 autres académies du pays. Outre ces équipements informatiques, le programme développe des formations ouvertes pour le renforcement des compétences de l'emploi et l'entrepreneuriat dans le numérique. Sénégal Numérique SA a un nouveau directeur général. Isidore Diouf a officiellement pris fonction, accélérer la digitalisation de l'administration et le développement de l'industrie numérique. Un des défis qu'il veut relever. Son prédécesseur, lui, Cheikh Bahoum, est revenu sur les acquis de la société. Salut Sec. Après 9 ans et 11 mois passés à la tête de la direction générale de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bahoum passe le témoin à Isidore Diouf. Une nouvelle ère s'ouvre donc dans cette société nationale. Et dans sa vision adossée aux instructions du chef de l'État, le nouveau directeur général entend renforcer la politique de digitalisation de l'administration. Le cap défini par le président de la République est très clair. La digitalisation de l'État et le développement de l'industrie numérique constitue l'un des piliers de sa gouvernance. Et le CNM constitue le moteur, la cheville ouvrière de cette stratégie. Notre vision est que le numérique est un accélérateur du développement sur tous les plans, économique, industrie, santé et dans le domaine de l'éducation. Et je pense que le CNUM doit être l'épicentre justement pour pouvoir piloter toutes ces ambitions-là dans les différents secteurs que je viens de citer. Un véritable travail d'accélération va être mené pour permettre au CNUM SA de mieux jouer son rôle. L'économie numérique actuellement pèse 3,3% de notre PIB. Et le taux de pénétration de l'Internet, les dernières statistiques de 2021, est environ de 46%. Donc c'est vous dire que l'ambition et le défi est large. Et il nous faut justement accélérer tout le travail qui a été fait, qui a été bâti à ce stade-là pour justement dépasser ces taux de pénétration-là et justement être au niveau des têtes de pont en Afrique dans le domaine de la digitalisation. Autre défi à relever, la construction d'une infrastructure robuste et sécurisée pour être la tour de contrôle des programmes digitaux de l'État. Des actions inclusives qui devront renforcer les acquis de la société. Nous avons priorisé les outils au service de l'amélioration des conditions de travail de l'administration, mais aussi de la perception du service public par les administrés. Je fais allusion à des plateformes comme Sénégal Service, qui consacrent aujourd'hui la dématérialisation des procédures administratives. Je pense à l'ambitieux programme PAMA avec Giraffe, qui a accéléré définitivement l'outillage des agents, des fonctionnaires, de toutes les hiérarchies et a permis une intégration de près de 18 000 agents sur la messagerie gouvernementale. Ces initiatives vont être renforcées par le directeur général entrant. Un appel est donc lancé au personnel pour une mobilisation afin de relever les défis de l'accélération de la digitalisation de l'administration.
Dans l'actualité également, les préparatifs de la Tabaski à quelques 2 semaines de la fête. Le gap de 250 000 têtes est résorbé à plus de 60%. Annonce faite par le ministère de l'Agriculture. Le secrétaire d'État en charge des coopératives et du monde paysan fait le tour des points de vente. Première étape, le foirail de Missirah Wadène, un des principaux points de vente au Sénégal. Pendambao. Missirah Wadène, un marché à bétail qui joue un rôle très important dans le dispositif mis en place par le ministère de l'Élevage dans le cadre de la Tabaski 2024. Un point de vente national, voire international, qui fournit pratiquement tous les marchés au niveau national et même de la sous-région. La Gambie s'approvisionne à Missirah. La Guinée-Bissau s'approvisionne à Missirah. Ziguinchor, Dakar, Thiès, tous les coins du Sénégal, c'est Missirah. Donc, on remercie aussi l'État. Vraiment, parce que pour la sécurité, surtout la gendarmerie et la jeunesse de la ville, l'État nous a donné beaucoup de faveurs parce qu'on ne paye rien. On a un marché de niveau international. Comme les Maliens, comme ils ont expliqué, il y a la Mauritanie, il y a le Mali, il y a le Gambie, il y a le Guinée-Bissau, il y a toute ces régions, ils viennent ici. Si on a ça aujourd'hui aussi, on a des autorités qui nous ont accompagnés. Au foirail de Missirah Wadène, l'on constate aussi l'effectivité des dispositions prises par l'État lors du Conseil interministériel sur la Tabaski 2024. Et pour cela, vraiment, nous remercions les autorités d'avoir veillé au respect strict des directives qui ont été données pour leur matérialisation. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que le marché est très bien approvisionné. Les besoins nationaux en termes de moutons, à jour moins 16, nous avons une disponibilité presque de 65%. Alors qu'au même moment, l'année dernière, le disponible actuel est supérieur de 10%. Donc ça signifie que tous les indicateurs sont au vert. Au même moment que j'arrivais, la quantité d'aliments de bétail mise à disposition de ces foirails venait d'arriver. Et le préfet et les autorités administratives ici présentes, avec tous les services concentrés et les acteurs, prendront les dispositions adéquates nécessaires pour le dispatching d'aliments de bétail. Outre la gendarmerie qui assure la sécurité des lieux, les jeunes de la commune se sont également engagés aux côtés des éleveurs. C'est pourquoi on a décidé, nous, les deux communautés, que nos comités, s'ils débarquent ici, ils prennent au moins une somme de 15 000 francs, ils donnent à la jeunesse et ils veillent. Parce que si le mouton veut mourir, ils vont te dire qu'il va mourir. Si tu veux de l'eau, c'est eux qui savent les points d'eau. S'il y a des travaux qu'ils peuvent faire. Et ici, ce que nous avons vu, c'est qu'un travail de collaboration avec les jeunes de Missirah a permis de mettre en place un autre mécanisme d'appui ou d'appoint. Parce que ce ne sont pas eux qui assurent la sécurité, mais ils viennent en appoint aux forces de défense et de sécurité, particulièrement la gendarmerie, qui a le seul rôle régalien d'assurer la sécurité. Mais ils viennent les appuyer. Et pour cela, nous félicitons les jeunes de Missirah. Autre doléance des éleveurs, l'extension du foirail, vu le nombre de moutons qui ne cesse d'augmenter d'année en année, mais également l'éclairage de tout le village pour lutter contre le vol de bétail, un vrai casse-tête pour les éleveurs. Des points de vente de moutons, on en voit un peu partout à travers le pays. Toutefois, ils ne sont pas tous autorisés pour recevoir des subventions sur l'aliment de bétail, les prix des bêtes ou encore la sécurité des troupeaux. Les vendeurs sont invités à rallier les sites homologués. Toutes les mesures sont prises par les autorités pour un bon déroulement des opérations. Luis Bizza. Dans l'optique de réguler l'approvisionnement du marché en cheptel avant la Tabaski, les autorités administratives ont réparti des sites de vente appropriés. Dans la région de Dakar, un arrêté du gouverneur fixe les points de vente des animaux sur pied. Ces mesures de facilitation s'appliquent sur une période de 105 jours. Les vendeurs de face essaient implantés au niveau du garage Cypress apprécient les commodités qui vont avec. Il y a les gars de la Sénélec qui viennent descendre une ligne d'électricité. À partir de cette ligne, on se branche nous tous. Pour l'eau, il y a des points d'eau. On monte des robinets, c'est de là-bas qu'on a l'eau. C'est l'État qui nous gère ça. On est obligé de diminuer les prix. La police 4e, là, nous avons patrouillé pendant la nuit, ici, quoi. C'est pour cela que la sécurité, problème de sécurité, oui, ça se passe bien ici. Au total, 33 points de vente pour la capitale. Et c'est seulement dans ces sites réglementés que les commodités sont disponibles. Nord-Foire, cité BCAO, point de vente autorisé et bien aménagé. Ici, l'eau est gratuite
L'éclairage assuré, la sécurité et les toilettes disponibles au grand bonheur des éleveurs et vendeurs. Nous sommes fournis en eau et en électricité. Et cette année, l'eau et l'électricité sont venus un peu plus tôt par rapport aux autres années. Donc du coup, ça nous a un peu facilité la tâche. La gendarmerie fait des rondes 2 à 3 fois par jour. Donc du coup, on n'a pas de problème d'insécurité. La subvention est à 50% parce que l'aliment coûte 9 500. Mais après la subvention, ça diminue jusqu'à 5 000. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore reçu de subvention. À côté de ces points de vente, il existe ceux non officiels. On n'a rien vu les policiers ou les gendarmes ou hommes tenus, non. Mais on n'a rien vu que les subventions ou on n'a rien vu. Pour l'instant, on achète à 100 ou bien 110. Mais maintenant, on achète là-bas à 100, 125, 130. Ouais. Si on a venu ici, il faut qu'on minimum à 170. Depuis qu'on est ici, chaque jour qu'on achète de l'eau à Brigo à 1000 francs, de l'électricité, tout le monde a corrigé de 4000 francs pour installer nos électricités. Même la sécurité, c'est nous qui faisons la sécurité toujours. Pour bénéficier de tous ces avantages mis en place par l'État, certains éleveurs et vendeurs sont priés de rallier les points de vente autorisés. Point besoin d'occuper l'espace public de manière anarchique et solidaire si l'on veut recevoir de l'aliment du bétail subventionné. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de la CONACOC, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. S'est réunie aujourd'hui, vendredi 7 juin 2024 à la RTS pour scruter plutôt le croissant lunaire après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays. Il résulte que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du pays. Par conséquent, le samedi 8 juin 2024 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski Dhul Hajj. La Tabaski sera célébrée le lundi 17 juin 2024. Bonne fête à toute la communauté musulmane d'Eweneti, signé le président des imams et oulémas du Sénégal, président de la commission lunaire, Imam El Hajj Oumar Djen. Première denrée de nécessité au Sénégal, le prix du riz a-t-il augmenté? Une rumeur annonce une hausse depuis quelques jours. Les commerçants démentent et déclarent même une baisse sur la tonne. De son côté, l'association des consommateurs invite au respect des prix et des marges bénéficiaires fixées. Reportage de Aminata Mbengfal. Depuis quelque temps, des rumeurs sur une prétendue hausse du prix du riz brisé non parfumé circulent. Au marché Castor, le constat est tout autre. Les commerçants s'étonnent et vendent toujours au même prix. Nous vendons toujours au même prix. Le sac de riz à 23 500 francs. Le kilogramme à 500 francs. Cela fait 4 ou 5 mois que les prix n'ont pas changé. C'est juste des rumeurs. Il n'y a pas de hausse à notre niveau. Du côté des importateurs, l'on parle plutôt d'une baisse de 20 000 francs sur la tonne. Aujourd'hui, même avec la subvention de l'État, les prix ont baissé de 20 000 voire 25 000 francs par tonne. Aujourd'hui, ce riz-là que vous voyez, c'est du riz de luxe. Non parfumé, mais riz de luxe, qui n'est pas de l'Indien. Ah, un super, c'est la qualité. Aujourd'hui, que tu peux avoir à 360 000. Donc, ce qui veut dire que nous, les importateurs, si l'Inde ouvre ses portes, où est-ce que nous allons? Avec ce riz-là, on peut vendre à 380 000. Et donc, tous les jours, on est connecté sur les réseaux sociaux, on est connecté sur les médias. On dit, le riz a augmenté, a augmenté, a augmenté. On ne peut pas expliquer ça, nous. Malgré les tensions notées sur les marchés internationaux depuis le mois de janvier, l'État a jusqu'ici encadré les prix et les marges bénéficiaires. C'est la situation qui prévaut depuis le mois de janvier. Donc, subitement, quand on se réveille pour parler de hausse au mois de mai ou bien au mois de juin, comme si les choses ont changé de janvier à nos jours, c'est ce qui véritablement pose problème. Avant janvier, oui, le riz était peut-être moins cher que cela. Mais depuis janvier,
nous sommes sur la même pente, nous sommes sur la même tendance de 385 000 à 360 000 francs la tonne. L'ancien régime avait fixé la marge. En fixant la marge, il y a toujours des bigaleux qui ne respectent pas les marges qui leur ont été concédées. Mais on peut dire de source sûre que l'importateur n'a pas augmenté sa marge. C'est là où on maîtrise le mieux, au corps de contrôle, d'être sur le terrain, avec les 1000 volontaires de la consommation. C'est pourquoi nous demandons que ces 1000 volontaires accompagnent maintenant les corps de contrôle sur le terrain pour momentanément vérifier quand même l'encadrement par la marge. Avec les restrictions de l'Inde, premier pays exportateur de riz dans le monde, les importateurs sénégalais ont migré vers le Pakistan et la Thaïlande pour approvisionner le marché. Certains disposent d'assez de stocks et ont du mal à l'écouler. On vend en perte, mais on est contraint. Parce que madame, vous avez ça, c'est beaucoup d'argent. L'argent là qui est là, c'est des milliards. C'est des milliards que l'importateur, que je disais tantôt, qui est le premier patriote, qui met ces milliards dans le périssable. L'argent là, on la loue. Il y a des échéances, il y a des frais fixes, il y a des frais bancaires. Avec les engagements, on est obligé de vendre. Parce que depuis l'annonce, tout le monde est là. Chaque jour, un distributeur qui devrait commander 100 tonnes, il commande 20, il dit que c'est pas sûr de commander 100 parce qu'à chaque moment, on peut changer le truc. Même le boutiquier à côté, au lieu d'acheter 20 sacs, il achète 10 sacs parce qu'il dit que à chaque instant. Donc nous, on a besoin de l'État pour s'asseoir sur une table, pour parler. Parce que nous sommes des Sénégalais. Le sacrifice que les gens là ont fait pour mettre du stock en place aujourd'hui, c'est vraiment à saluer, quoi. 80 à 90% des Sénégalais consomment le riz brisé non parfumé. Le reste préfère le riz parfumé, plus cher, avec une qualité supérieure. Même cette catégorie n'a pas connu une augmentation sur le prix. Ça, c'est un riz de luxe qui n'a jamais été subventionné par l'État, qui est consommé par 10 voire 15% des Sénégalais. Même ce riz-là est revu à la baisse. Même ce riz-là. Aujourd'hui, on vend la tonne à 453 000, qui était auparavant 460 000. Donc on perd là-bas 30 000 francs par tonne. Le Sénégal consomme 5 000 tonnes de riz par mois. Il est obligé de recourir à l'importation pour satisfaire la demande nationale. Des efforts notés dans la production locale sont à accélérer pour assurer la souveraineté. Le riz local ne souffre pas quand même d'un problème de commercialisation. Il est consommé et il est aimé des Sénégalais. Maintenant, l'effort à faire, c'est de produire en sorte que ça puisse atteindre tous les Sénégalais. Donc aujourd'hui, peut-être nous sommes à un tiers de la demande nationale. La filière se professionnalise de plus en plus et il faudrait que l'on maintienne la tendance. Et je pense qu'avec la nouvelle politique agricole incarnée par les autorités aujourd'hui, je pense que quand même on peut arriver à non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais à une souveraineté alimentaire autour de ce riz. L'autosuffisance en riz est une urgence pour le Sénégal. L'État compte renforcer les politiques rizicoles pour une chaîne de valeur riz plus compétitive. En cette période de veille de fête, c'est l'heure chez les automobilistes à Tambacounda. Les chauffeurs de transport en commun sensibilisent au respect du code de la route. Ils invitent les propriétaires de véhicules à travailler avec des conducteurs aguerris. Reportage à la gare routière de Tamba avec Tchoradjeng. Gare routière de Tambacounda, il est 16h. Sur la liste des départs, Samba Lakor. Ce chauffeur de minibus de 15 places a l'habitude d'effectuer les longues distances. Avant son départ, il prend le soin de tester les différents organes de son véhicule. La vérification doit se faire minutieusement. Il faut contrôler le réservoir et le radiateur. Après cette étape, le chauffeur doit inspecter ses pneus. Si tout est OK, il peut faire démarrer le véhicule.
Les pneus aussi sont à l'origine de beaucoup de dégâts. Ils n'arrivent plus à tenir sous l'effet de la chaleur et des vitesses énormes qu'on leur impose. À cela s'ajoutent les charges démesurées. L'état du véhicule est important, mais le comportement du conducteur est la principale cause d'accident. Le chauffeur doit savoir contrôler sa vitesse et son freinage au moment de la conduite. C'est très important. L'autre outil à ne pas négliger, c'est le rétroviseur. Souvent, dans les sociétés de transport, les chauffeurs travaillent à tour de rôle. Ces derniers doivent prendre leurs responsabilités et signaler toute défaillance aux propriétaires. Les accidents relèvent de la responsabilité des chauffeurs, des usagers, ainsi que l'état même des véhicules. Nous constatons un véhicule qui prend départ au tableau. On l'empêche les surcharges. Les surcharges et laisser les chauffeurs, les clients, même sur les marchepieds, ça on l'interdit. Mais vous pouvez l'interdire dans la gare routière. Mais quand il sort, tu n'es pas près de lui. Il peut faire ce que bon le semble. Malgré toutes les dispositions prises par l'État, les accidents se multiplient. Après 6 kilos, celui de Yaman, dans le département de Koungheul, bilan 14 mois. Un plan d'urgence et de sécurisation routière s'impose. La nationale 1 de l'indépendance à nos jours, c'est cette nationale qui est là. Ça ne change pas. Si on pouvait avoir 2 voies ou 3 voies, vraiment, ça c'est une sécurité. On ne peut pas prendre un véhicule à 14 millions ou à 15 millions et tu dis que tu veux affronter Sabodala ou Saraya ou Kédougou. La voie n'est pas bonne. Ce véhicule ne peut pas vivre plus de 5 ans. Et on te donne un véhicule à 14 et quelques millions. Vraiment, vraiment, tu ne pourras pas payer le véhicule. Tout conducteur qui ne respecterait pas le code de la route doit être suspendu, car la vie des passagers vaut plus que tout. Notre raison doit nous guider tout le temps et ne pas penser uniquement à l'argent. Vraiment, nous invitons tous les chauffeurs à plus de retenue et veiller ensemble au respect des instructions de sécurité routière si les autorités venaient à les prendre. Pour passer au peigne fin les dysfonctionnements du secteur du transport au Sénégal, des assises sont prévues en fin juin 2024. Cette rencontre d'échange et de partage vise à réduire les accidents et leur lot de dégâts. De Tambacounda, nous partons à Peikouk, dans la région de Thiès, jadis un village de reclassement social, foyer de personnes affectées par la lèpre. Malgré son déclassement depuis 1 an, les populations se disent toujours stigmatisées. Elles exigent aux autorités de matérialiser leur localité sur la cartographie du Sénégal. Sans les points rouges, c'est pour consolider l'importance de l'inclusion sociale dans notre pays. La lèpre a été déclarée éradiquée depuis 9 ans. Reportage découverte signé Mariem Beram. Les villageois environ ne venaient pas ici nous voir parce qu'ils craignaient d'être contaminés. Mamadou Diakhaté, sexagénaire, natif du village de Touba Peikouk, un des 9 villages de reclassement social que compte le Sénégal. Un village qui a été pendant très longtemps traumatisé par la stigmatisation liée à la maladie de la lèpre. Ça a été dur vraiment, puisque à ce moment-là, il n'y avait aucune personne qui acceptait de venir dans ce village. Les gens nous fuyaient, vraiment. Ils n'acceptaient pas de boire l'eau du village, ils n'acceptaient pas de manger le repas du village, ils n'acceptaient pas de se frotter avec les villageois. Créé en 1914, ce village de plus de 4000 âmes est situé dans la commune de Fandène, à quelques encablures de la ville de Thiès. Jadis rejetés pour la plupart par leurs proches, ils se sont retrouvés ici. Morsis fait partie de la première génération, arrivée sur le site il y a de cela 78 ans. 46.
C'est en 1946 que je suis venu ici. En son temps, les colons qui avaient créé ce village nous avaient octroyé 1 km². La maladie faisait des ravages et les malades étaient regroupés ici pour éviter toute contamination. Une double peine, la douleur physique et l'exclusion. La stigmatisation dont ils faisaient l'objet avait même eu des répercussions sur la vie de leurs enfants. Auparavant, ces derniers ne pouvaient en aucun cas traverser les rails qui les séparaient de la ville de Thiès. Conséquence, ces fils de lépreux ne pouvaient même pas fréquenter l'école. Et pourtant, ils n'étaient guère malades de la lèpre. Abdoulaye Mar est un témoin de l'histoire. À cette époque, il avait 12 ans. Je fais partie des premiers élèves de ce village. C'était en 1961. À ce moment-là, il n'y avait pas de classe. Il y avait un magasin qui a été construit par l'administration coloniale. C'est là où nous avons débuté nos études. Il n'y avait pas de table bain. Chaque élève venait avec son banc. Mais aujourd'hui, tout a changé. Actuellement, tout a changé. Aujourd'hui, rien que dans le cycle primaire, l'on enregistre 581 élèves. Mieux, des fils de malades de la lèpre sont au niveau des sphères les plus hautes de l'État. Des ingénieurs, on a eu des profs d'université, on a eu des militaires, des caporaux, un peu partout. Le contexte a certes évolué, mais la stigmatisation est toujours d'actualité. Au niveau de la cartographie du Sénégal, ces localités n'y figurent pas. C'est des points rouges qu'on met et c'est de façon administrativement parlant. Parce que c'était régi par une loi, la loi 7603 du 25 mars 1976, qui ne leur permettait pas de figurer sur la cartographie du Sénégal. Et pourtant, la loi portant création de ce village de reclassement social a été abrogée en juin 2023 par le président Macky Sall. Il s'agit de la loi numéro 2023-04 du 13 juin 2023 portant abrogation de la loi numéro 7603 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Ça a été une loi unique abrogée tout court. Et alors que c'est des gens qui ont vécu la stigmatisation, la discrimination pendant des décennies. Et je pense que si l'État prend son courage à deux mains et abroge cette loi, je pense que valablement il doit y avoir un document d'accompagnement de ces villages de reclassement qui ont été laissés en rade pendant des années. Leur souhait le plus ardent, plus de considération de la part des autorités. Si la loi a été abolie, je crois que le village doit exister comme tous les autres villages. On nous avait promis pour les handicapés, pour une assistance sociale, les femmes pour des financements pour qu'elles puissent faire des activités. Bon, il y avait beaucoup de ministres qui étaient venus ici, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Jadis exclues de la société, ces populations ont retrouvé leur dignité depuis l'abrogation de la loi 7603 du 25 mars 1976 et son décret d'application. Elles demandent toutefois que les autorités matérialisent leur localité sans les points rouges dans la cartographie du Sénégal afin de guérir les blessures invisibles de leur âme. Dans l'actualité également, le syndicat national des artistes et professionnels de la culture, SYNAPROX, qui vient d'être créé. Son objectif est de porter les doléances des acteurs culturels pour une meilleure prise en charge, mais notamment leur implication totale dans tout ce qui touche ce secteur. Kaltom Gay. Le syndicat national des artistes et professionnels de la culture, SYNAPROX, est né. Désormais, les acteurs culturels ont une autre structure pour défendre leurs intérêts. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de vous montrer nos orientations et de développer les objectifs, tout en créant des aspects qui peuvent nous rendre plus forts et en toute synergie et en collaboration avec la CSA et l'Union des mutuelles de santé pour signer une convention et pour pouvoir vraiment l'exercer. Premier acte posé, cette signature de convention avec la mutuelle de santé communautaire. Objectif, permettre aux artistes d'avoir une protection sociale
total. L'importance de cette réunion, c'est de donner la chance aux artistes de pouvoir se soigner, d'avoir une bonne santé, d'avoir leur protection sociale et de ne plus être derrière qui que ce soit, de prendre leur devant et d'essayer de prendre leur image et leur avenir en main. C'est ce qui nous amène aujourd'hui aussi. Nous avons signé une convention avec les mutuelles de santé. Nous demandons à la SODAV de tout faire pour permettre à tous les sociétaires de pouvoir détenir de leur carte. Le deuxième point, c'est concernant le vote concernant le président du conseil d'administration, la mise en place de la commission permanente de contrôle et aussi avant l'application des copies privées, qu'on puisse avoir quand même quelque chose de clair par rapport aux gestionnaires des copies privées. Voilà, c'est pratiquement les doléances les plus pertinentes. La structure est déjà sur le terrain. Elle vient avec une batterie de doléances. Cette convention va permettre aux artistes de bénéficier d'une couverture de 80% au niveau des postes, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux et une couverture au niveau de la pharmacie à 50%. Et nous sommes allés plus loin dans le cadre de la protection sociale et des discussions sont très avancées pour offrir aux artistes, avec la mutualité sociale en début d'année 2025, une pension de retraite pour les artistes, le droit à un pécule donc, au niveau de l'accident de travail, les allocations familiales, donc le risque maternité. La feuille de route est donc tracée. Le syndicat national des artistes et professionnels de la culture mettra tout en œuvre pour que ses membres puissent vivre de leur art en toute quiétude. Dans l'actualité sportive éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Sénégal a concédé hier le nul face à la République démocratique du Congo, un but partout au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions ont ouvert le score à la 45e minute par Ismaïla Sarr et les Léopards signent d'égalisation à la 85e minute par Kalala Fiston. Avec ce nul, le Sénégal se retrouve à la deuxième place du groupe B derrière le Soudan. À la fin du match, les deux sélectionneurs ont fait face à la presse. Aliou Cissé reste optimiste pour la suite des rencontres. De son côté, Sébastien Desabre se dit satisfait de ce résultat. À l'extérieur, nous les écoutons au micro de Fatoumata Savané et François Sec. Ce match nul doit être bonifié à la maison par une victoire, sinon ça servira à pas grand-chose. En tout cas, on est à notre image. C'est vrai qu'on a pris un but à la 45e minute, quand on a baissé un petit peu physiquement, et on a su revenir dans la partie petit à petit en deuxième mi-temps, et je pense qu'on a quelques situations, et voilà, on marque, on s'est procuré quelques situations, et je pense que logiquement, on marque au moins un but. Et au vu de la physionomie totale de la rencontre, un match nul et je pense louable pour les deux équipes. Mais après, c'est vrai qu'on a mieux fini que le Sénégal. On a perdu 2 points, ça c'est sûr et certain. Comme je le disais, ce match-là devait nous permettre, si vous voulez, dans ce mini-championnat-là, en réalité, de prendre le large. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Trouver un peu plus d'efficacité. C'est vrai qu'on s'est procuré des occasions, malgré, c'est vrai, un match difficile. La RDC nous a rendu le match difficile. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus fâché contre Nicolas. Je crois qu'il a tenté, il aurait bien aimé le mettre au fond. Il faut l'encourager, continuer à le pousser parce que c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. C'est vrai qu'aujourd'hui, marquer un but, ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel pour lui. Ça n'a pas été le cas. Mais je suis sûr qu'il nous marquera encore d'autres buts. Donc je l'encourage vraiment. Ça sera une bataille acharnée en réalité jusqu'à la 10e journée. À nous d'être prêts mentalement, à nous d'être costauds. On connaît ces situations-là, c'est à nous de nous battre. Se qualifier à une Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose de facile. On sait que toutes les équipes veulent y aller. Donc à nous de nous battre, on a les arguments encore, même si on est déçu effectivement de n'avoir pas emporté les 3 points. Les Lions ont exprimé leur déception après le match nul contre la RDC. Malgré ce résultat, ils se projettent déjà sur la prochaine rencontre à Nouakchott en Mauritanie. En zone mixte, les coéquipiers du capitaine Khalidou Koulibaly se sont confiés à notre reporter Fatoumata Savané. C'était difficile et frustrant parce qu'on gagnait jusqu'à la 85e minute. On savait qu'on était en difficulté aujourd'hui.
Mais voilà, le plus important, c'est qu'on a réussi à marquer ce but. Jusqu'à la fin, on a essayé de tenir. Dommage qu'on a pris ce but, mais voilà, on sait que c'est de l'expérience pour les jeunes parce qu'on avait une équipe vraiment jeune aujourd'hui. Des joueurs qui découvraient aussi le Sénégal, comme Abidjara. Ils ont fait des bons matchs, c'est bien pour eux. Maintenant, il va falloir les mettre vite dans le bain parce que dimanche, il y a un match très important contre la Mauritanie. On va tout faire pour le gagner. Après, il y a eu du positif, il y a eu du négatif. On sait tous ce qu'on aurait pu mieux faire. On aurait pu gagner le match. Mais après, voilà, ça fait partie du football. Et voilà, on est très déçus du résultat. On sait qu'on aurait pu gagner le match, on aurait dû gagner le match aussi. Mais voilà, après là maintenant, on va bien se préparer pour le prochain match. Je pense qu'on a maîtrisé l'ensemble du match. Voilà, on a fait tout ce qu'on a travaillé pendant ces 10 jours-là. On a marqué ce but, on a eu les occasions pour tuer le match, mais malheureusement, on prend ce but à la 85e minute qui nous fait du mal. On est déçus, mais on n'est pas abattus. Il faut continuer à travailler et essayer de gagner le prochain match. Là, on va essayer d'oublier tout ça. Et il y a un match qui nous attend dans 2 jours. On va se concentrer sur ce match pour remporter les 3 points, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai qu'aussi là-bas, il y a nos frères sénégalais qui sont là-bas. Donc ça va être encore plus difficile. Mais bon, on va juste essayer de concentrer sur nous et sur le travail qu'on fait. Et d'essayer de respecter les consignes du coach. Et Inch'Allah, je sais que ça va marcher. Donc on va analyser ça, mais après c'est vrai qu'on savait que ça allait être un match compliqué, on était prêt pour ça. On voulait absolument remporter ce match, malheureusement ça n'a pas été chose faite. Je pense qu'on aurait pu faire mieux sur plusieurs aspects, mais tout n'est pas acheté. Je pense que c'est une bonne opération pour nous de repartir avec un point. Alors depuis quelque temps, la RDC quand même montre un très beau visage dans son football. Quelle est votre force finalement? Je pense qu'avec notre entraîneur, il a fait vraiment le boulot. Il a construit une équipe. Je pense qu'on encaisse moins de buts. Et on essaie aussi d'en marquer plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on savait très bien que le match sera très très difficile. Vu aussi nos qualités qu'on a, je pense que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'est partagé score nul. On est content de prendre un point à l'extérieur, c'est super important, surtout face à une équipe du Sénégal, c'est une grande équipe, on le sait tous, du coup on est quand même satisfait. Mais un match nul ivoirien si nous ne gagnons pas par la suite à la maison contre le Togo. Un match compliqué face à une grande équipe qui grandit chaque saison. Donc voilà, malheureusement il y a un peu de déception parce qu'on prend le but à la fin. Mais bon, comme le coach a pu le dire, on est dans un championnat. On a un deuxième match très important contre la Mauritanie, donc j'espère qu'on va gagner. La suite, c'est que quand on est le Sénégal, on se doit d'aller en Mauritanie pour gagner. Maintenant, c'était un match difficile, il faut passer à autre chose. C'est un mini-championnat. On va en Mauritanie pour prendre les 3 points. Maintenant, de toute façon, le but, c'est de prendre le maximum de points dans ces 10 matchs. Là, on va aller en Mauritanie pour prendre les 3 points, clairement. Je vous fais relecture de ce communiqué de la CONACOC. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie aujourd'hui, vendredi 7 juin 2024, à la RTS pour scruter le croissant lunaire. Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays, il résulte que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du pays. Par conséquent, le samedi 8 juin 2024 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski Zulhadj. La Tabaski sera célébrée le lundi 17 juin 2024. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Deveneti signé El Haj Imam Oumar Diène, le président des imams et oulémas du Sénégal, également président de la commission lunaire. Et juste après moi, retrouver Anne-Marie Gomis et ses équipes dans votre émission Cassabord. S'ensuit la dernière édition de ce soir. À tout à l'heure. Bonne soirée. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le dernier bulletin météo de la semaine. Nous attendons des pluies accompagnées d'orages au niveau de la zone sud-est au courant